Jeune Culture, on rencontre l'auteur de bande dessinée Richard Valran à Port-Neuf et la copropriétaire de la ferme Verti, Sarah Lucier, à Cap-Santé. Sarah Lucier, tu es copropriétaire de la ferme Verti, la première ferme verticale dans Port-Neuf. C'est bien ça, oui. Et là, on est dans ton installation. C'est très impressionnant. C'est la première fois que je rentre dans une ferme hydroponique comme celle-là. Oui. Ça fait 1 an que vous êtes en activité? Oui, ça fait déjà 1 an, là, depuis juillet cette année, là, qu'on est en production. On a eu une année avant là, de chantier, là, mais ça fait vraiment 1 année de production complète. Là, et là, qu'est-ce que vous produisez ici? Là? Ça sent bon, en tout cas. Oui, tout le monde dit ça quand on rentre. Ouais. Nous, on vraiment spécialise en fines herbes. On fait plusieurs fines herbes. On a de la ciboulette, de la coriandre, du basilic, de la nette, de la menthe. Puis on fait aussi un petit peu de laitue. OK. C'est vraiment une spécialité. Est-ce que c'est parce que c'est plus simple aussi à produire, j'imagine, en intérieur? Ou Bien, fines herbes, c'est plus compliqué. Ah, c'est vrai? OK. Ouais, vous êtes parti avec un niveau extrême. Oui, mais ça demande un défi un peu plus que, exemple, mettons, la laitue. OK. Mais nous, on voulait vraiment, on trouvait que dans les épiceries, il manquait d'offres là, vraiment au niveau de fines herbes fraîches Ça, c'est québécoises. Vrai. Ça, c'est vrai. Fait qu'on s'est dit, ben pourquoi pas, il y a un besoin, on va essayer d'y répondre. Fait qu'on... Puis en même temps, c'était aussi des cultures qu'on voulait faire, qui nous intéressaient. On trouvait qu'il y avait des bons défis à ce niveau-là, au niveau agronomique. Fait qu'on a dit, ben OK, on y va. Et parlant d'agronomie, est-ce que vous, toi ou ton conjoint, vous avez un background là-dedans? Comment vous êtes intéressé à l'hydroponie? Bien, moi, en fait, c'est un rêve de petite fille. Là, j'ai toujours voulu avoir ma ferme, puis j'ai toujours trippé sur l'agriculture. J'ai étudié en agriculture. Mon conjoint, lui, qui est associé aussi dans l'entreprise, on est 50-50. Lui, c'est tout au niveau de la comptabilité. Lui, il est CPA. Donc, on s'est dit, bon, on va mettre nos forces ensemble. Puis, pourquoi pas administration, agronomie, ça marche bien pour un projet comme ça. Puis, le fit a été bon. Puis, on est allé faire le projet. C'est ça, faites le saut. Puis quand tu étudies en agronomie ou en agriculture, est-ce que les théories de ferme comme ça, verticales, aquaponiques, hydroponiques, est-ce qu'on enseigne ça à l'école? Comment on apprend ça? Bien, moi, j'ai pas appris ça en agriculture, autant au cégep qu'à l'université. Okay. Je pense qu'éventuellement, il va y avoir plus d'éducation par rapport à ça. C'est un modèle d'affaires, tranquillement, qui prend beaucoup d'effervescence au Québec et ailleurs dans le monde aussi. Mais à date, on n'a pas encore beaucoup de données. T'sais, on est beaucoup en train de faire nos propres tests, beaucoup de notre recherche et développement. Puis c'est correct aussi, là, c'est sûrement l'innovation. Ouais. Mais éventuellement, je pense qu'il va y avoir plus peut-être d'accessibilité au niveau de ces connaissances-là. En tout cas, je le souhaite parce que c'est vraiment un modèle qui est intéressant pour le Québec, là, vu qu'on a quasiment 6 mois par année d'hiver. Exact. Si on peut produire à l'année puis desservir les gens, là, pourquoi pas, surtout avec les enjeux climatiques qu'on commence à percevoir de plus en plus. Ben, pourquoi pas, là. Absolument. Puis c'est vraiment intéressant parce que vous êtes des agriculteurs-chercheurs, dans le fond. Oui, c'est ça. Parce que là, on a toute une théorie autour j'imagine, des nutriments, des choses qu'on met dans l'eau. Donc, vraiment, c'est complètement différent là, qu'un emploi, disons, traditionnel en agriculture. Oui, c'est ça. C'est vraiment pas un agriculteur conventionnel. Nous, c'est quasiment une ferme laboratoire un peu. Souvent, les gens, quand ils viennent ici, ils s'attendent pas nécessairement à avoir une ferme comme ça, surtout quand on voit la bâtisse de l'extérieur, c'est une ancienne étable. Donc, on ne penserait pas là, de vraiment ce style de ferme-là. Il faut comprendre que ce modèle d'agriculture-là, ça a été testé, inventé beaucoup par la NASA pour faire l'agriculture dans l'espace. Fait que c'est vraiment dans des endroits confinés qu'on essaie justement de refaire tout ce que la nature fait, mais artificiellement, donner les conditions gagnantes pour les plantes. Puis est-ce que justement le rendement est au rendez-vous par rapport à une ferme traditionnelle en terre? Bien, ça produit vraiment beaucoup. Là. En fait, c'est très, très rapide, là, la pousse des plantes. Des fois, en une semaine, là, les plants peuvent doubler de hauteur, sont déjà prêts à être récoltés. On est encore en train de faire beaucoup de suivi là, au niveau de nos données de production, savoir, bon, bien, OK, au combien de temps on peut récolter, combien de récoltes qu'on peut faire, la masse qu'on récolte aussi, qu'on vend. Puis on a fait plusieurs nouvelles productions qu'on ne pensait pas nécessairement produire déjà dans la première année. On maximise vraiment l'espace. Tout est calculé, là, l'espace minimal que les plantes ont besoin, la ventilation, le nombre de temps d'éclairage et tout ça. Fait que même la gestion raisonnée des fertilisants, être sûr de ne pas en mettre trop, juste selon les besoins des plantes. Fait que c'est ça, c'est toute une science. C'est beaucoup de calculs. Bien, c'est ça, c'est de la science, en fait, carrément. Là, on est vraiment ailleurs. Puis ce que je trouve vraiment intéressant avec la ferme, c'est comme tu le disais, on est dans une étable. Oui. On le sent un peu dans l'architecture ici, mais de dehors, effectivement, on ne s'attend pas du tout à avoir une ferme comme celle-là.
Vous louez ici dans Port-Neuf, vous avez transformé complètement une étable à l'abandon, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, c'est une étable des années 80 qui était pas mal à l'abandon. Le propriétaire avait racheté cette ferme-là pour beaucoup pour avoir accès aux terres agricoles en arrière, parce qu'il y a quand même plusieurs hectares de terres de grande culture. Mais les bâtisses, il n'y avait pas nécessairement besoin des installations. Puis nous, on s'est dit, ça serait comme la grandeur qui nous suffirait pour commencer. On pouvait l'aménager à notre façon. Puis on s'est dit, OK, on y va. En même temps, on va pouvoir recycler, entre guillemets, une bâtisse. Oui, c'est ça. On est dans l'éco-responsabilité. Ouais. C'est quand tu parles de données environnementales par rapport à la verticalité. Oui. C'est la même chose pour le bâtiment. Je trouve que c'est très cohérent, tout ça. Oui, c'est ça. Puis ça fait partie de nos valeurs d'entreprise, l'écologie, justement, d'essayer le plus possible de recycler les choses. Puis nous, en même temps, on trouvait ça triste quand on se promenait dans les rangs de voir plein de fermes qui étaient à l'abandon. C'est pas le paysage agricole qu'on veut voir au Québec. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas, on va essayer de redonner de la vie à une place qui avait déjà de la vie à l'époque. Absolument. Non, c'est super. Merci beaucoup, Sarah, pour cette découverte. Merci. La construction de l'église de Cap-Santé commence en 1754 alors que Joseph Filion est curé. Elle est la plus imposante bâtie en milieu rural sous le régime français. Elle a servi de modèle pour d'autres églises. Toutefois, la construction est ralentie à cause de la guerre avec l'Angleterre. En effet, pour soutenir l'effort de guerre, les troupes réquisitionnent des matériaux afin de bâtir le fort Jacques-Cartier. Dans les mois suivant la fin de la guerre, en 1760, les habitants assignés à ce travail par corvée démantèlent le fort pour en récupérer les matériaux. La construction peut se poursuivre et se termine en 1767. L'église de Cap-Santé connaît plusieurs ajouts et modifications à travers les années. Par exemple, entre 1807 et 1811, le clocher de l'abside est démoli et ceux des tours sont remplacés par les clochers actuels. Plusieurs artistes de renom de l'époque, notamment Raphaël Giroux, Jean Vallin, Antoine Plamondon et Louis Jobin, participent à la tâche, que ce soit pour les décors intérieurs ou encore pour les objets décoratifs. Cet édifice a connu d'importants travaux de restauration, dont ceux du 300e anniversaire du village en 1979. Il est classé immeuble patrimonial et est situé sur le site de Sainte-Famille, lui aussi classé. Richard Vallerand, tu fais le métier que tous les enfants ont voulu faire dans leur vie, BDiste. Tu as réussi à en faire un métier. Tu vis de ça depuis déjà plusieurs années, tu as fait plusieurs albums. Comment tu as réussi à faire ça? Est-ce qu'on étudie là-dedans? Est-ce qu'il y a un cours en BD? Oui, en fait, moi, ça a été un long parcours avant d'arriver à faire ça. C'est drôle parce que des fois, on a des rêves de jeunesse, puis on finit par les perdre en cours de route. Mais c'était clair que je voulais dessiner, puis j'ai toujours dessiné dans mon métier, mais j'ai commencé à travailler plus en dessin animé. Et puis à cette époque-là, c'était vraiment encore traditionnel, là, donc sur papier. Donc j'étais étudié en Ontario, j'ai travaillé sur des longs métrages un peu à différents endroits là, dans le monde. Puis après, quand j'ai fondé une famille à un moment donné, puis il a fallu que je revienne m'installer à Québec. Et puis là, c'est là que j'ai travaillé en jeux vidéo. Donc, je n'étais pas encore en bande dessinée. J'ai fait ça pendant une dizaine d'années. J'ai même eu ma compagnie en jeux vidéo dans la ville de Québec. J'avais réussi à avoir une certaine sécurité financière. Fait que c'est ça qui m'a permis de faire de la bande dessinée. Puis, j'ai joint deux autres auteurs. On a parti un atelier à Québec. Je viens souvent travailler à Port-Neuf, ici, dans l'atelier de Patrick Roy. Maintenant, je peux dire que je fais de la bande dessinée à temps plein là, depuis 12-13 ans. Par rapport aux autres métiers que j'ai fait, ce que j'aime vraiment de la bande dessinée, c'est que, en fait, j'ai vraiment l'impression plus d'être un auteur, parce que je peux vraiment raconter des histoires qui me touchent, ou des trucs qui sont plus proches de moi. Parce que quand tu fais du dessin animé ou du jeu vidéo, tu es toujours des grosses équipes. Je sentais que j'avais pas de contrôle là, sur les personnages. Quand tu fais du dessin animé, il faut que tout le monde travaille sur les mêmes personnages. Il faut que vraiment tu uniformises ta façon de dessiner. Alors que là, je peux retrouver ma personnalité. Et puis, des fois, on est une personne ou juste deux personnes quand je travaille avec un scénariste. Donc, comment tu as pu trouver ton style, tant au niveau d'auteur, mais aussi au niveau graphique, dessin? Parce que si tu dessinais pour les autres, c'était pas ton style à toi non plus. Vu que je réapprenne à dessiner comme moi, j'aimais dessiner. Le fait de joindre un atelier avec d'autres auteurs, j'ai beaucoup appris.
parce que c'est une façon différente de dessiner. Mais c'est certain que le fait de faire du dessin animé, et puis même où j'ai aussi fait beaucoup de développement en jeux vidéo quand j'avais ma compagnie, donc j'ai fait de l'écriture aussi. Donc ces éléments-là m'ont servi. Donc le fait de savoir écrire des histoires, le fait aussi d'être capable de dessiner un personnage d'une case à l'autre qui se ressemble, qui est comme un défi en bande dessinée, C'est hein, vrai, ouais. souvent. Donc, ou d'avoir différents personnages, mais qui ont chacun leur personnalité. Donc, puis aussi, un élément que moi, je m'amuse beaucoup en BD, c'est le fait d'être un peu acteur aussi, parce que tu dois faire vivre des émotions de tes personnages. Donc, il faut que tu leur mettes des expressions. Donc, c'est vraiment un métier complet, là. Ça a l'air difficile comme métier parce qu'il faut que tu saches faire plein de choses. Oui, oui, ben, c'est certain que c'est difficile, mais en même temps, je m'amuse beaucoup. En même temps, il faut garder un petit peu son Ouais. cœur d'enfant, là, de s'amuser. Il faut que ça ait l'air facile, je trouve, la BD, même si c'est difficile, mais si ça devient trop difficile, ça apparaît dans le dessin. Donc, il OK. faut que tu trouves une certaine aisance. Puis c'est pour ça que c'est important de trouver un style avec lequel tu es à l'aise. Comme tu peux voir, j'ai une production un peu variée. Oui, J'ai c'est des trucs ça. plus jeunesse. Donc, là, Ouais. c'est sûr que là, j'ai un dessin un petit peu plus cartoon. Et puis quand je fais des projets un petit peu plus adultes, grand public, comme ce qu'on appelle les romans graphiques, là, qui est comme, en fait c'est de la BD aussi, mais c'est une BD qui s'adresse à un public un petit peu plus large, un petit peu plus adulte. Donc là, j'ai un dessin un peu différent. Est-ce qu'il y a un style que tu préfères, le jeunesse? Est-ce que c'est plus facile, plus naturel? Ben, j'aime faire les deux. OK. J'aime varier parce que si je fais tout le temps du jeunesse, je sais pas, je trouve que c'est plus exagéré, la jeunesse, là. C'est plus proche du dessin animé, Mhm. quelque part, que quelque chose que j'aimais beaucoup aussi jeune. J'écoutais beaucoup les dessins animés. C'est plus grossier. Alors, ce que j'aime avec la BD un petit peu plus adulte, tu es obligé d'être un petit peu plus dans la subtilité. Puis ça fait du bien aussi. Puis ça permet de raconter des choses différentes aussi. Je vais travailler des fois. J'ai mes personnages à côté là, pour pas les perdre de vue. Ah, OK. Comme ça, tu vois, c'est mes personnages. Ça, c'est plus un roman graphique un petit peu plus adulte que je fais avec c'est une adaptation d'une pièce de théâtre qui parle des rapports entre hommes un peu comme des Toxique. fois qui sont pris, un peu toxiques. Bon, on voit que lui, c'est un peu le plus toxique de la gang, là. Et ouais, c'est ça. Ah, tu vois, on Fait le voit que- déjà. En tout cas, je trouvais que, tu vois, on Oui. peut voir là, que j'ai pas tant le goût d'être amie avec Non. ce gars à calotte, là. Ouais, ça se ouais, il pourrait. travaille dans la construction, ça s'appelle Forman d'ailleurs. Ça, Ouais. il travaille Puis tu vois, comme quand je travaille, je pars du scénario, j'aime bien partir du scénario puis dessiner directement dessus. Donc je me prends des Ah, OK. notes. Fait que ça, c'était... C'est ça, ça citation. commence comme ça. Ils parlent le même. J'aime bien mélanger Ah, le c'est drôle. texte puis le visuel. Tu sais, Ok, parce que ok. souvent, on se pose la question, est-ce que c'est le visuel, c'est l'œuf ou la poule? Tu sais, Ouais, c'est-tu le c'est visuel ou le texte qui vient en premier? Fait que c'est un peu les deux. Puis j'essaie après ça de penser au design de la page. Je sais pas si tu comprends Ouais, là, ouais, je ici. comprends. Là. Mais ici, donc, j'essaie de voir, bon, quelle case va prendre le plus d'importance. Puis après, ben, tu vois, ça, c'est cette case-là ici. Là. Je la fais un petit peu plus grand. Puis après ça, ben, dans le logiciel sur ordinateur, là, je vais commencer à monter mes bulles de texte puis mettre le texte. Mais là, comme là, je suis content, là, les personnages ici de cette BD-là, je les possède vraiment bien. Fait que je trouve que ça va bien. Là, Donc, c'est facile pour toi de les redessiner Oui, sans c'est arrêt. ça. Puis de vraiment d'être spontané. Et Richard, est-ce que tu aurais un rêve que tu n'as pas réalisé encore comme auteur de BD? Ah, mais c'est ça, j'ai plusieurs rêves. Mais oui, un de mes rêves principaux, ça serait peut-être de. Même mon prochain projet, ma prochaine étape, ça serait peut-être de faire un projet un petit peu plus intimiste, un roman graphique, là, une histoire un petit peu plus personnelle, peut-être. Donc, ça viendra probablement dans les prochaines années. On a hâte de lire ça. Merci, Richard. Merci.